En Chine, le mouvement continue contre la politique zéro Covid du gouvernement. Les manifestants demandent davantage de liberté. Les forces russes pourraient prochainement quitter la centrale de Zaporijia, selon le directeur d'Energoatom. En attendant, le système énergétique ukrainien est stabilisé. Les prisons françaises bondées avec 72 809 personnes derrière les barreaux. Jamais le pays n'avait compté autant de détenus. Portugal, Uruguay et Brésil-Suisse sont les affiches à suivre ce lundi au Qatar. Portugais et Brésiliens vont tenter de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Des feuilles de papier blanc, symbole d'une population bâillonnée. Des centaines de personnes se sont retrouvées à Pékin ce dimanche pour dénoncer la gestion autoritaire de la pandémie exercée par le pouvoir chinois. Shanghai et Wuhan ont également vu des cendres dans la rue des manifestants. Le mouvement pourrait être le plus important depuis 1989 et les émeutes pro-démocratie de la place Tiananmen. Nous voulons les droits humains fondamentaux, nous voulons notre liberté, nous voulons libérer notre pays de ces règlements injustes et absurdes. Pour ma maison, pour mon pays, pour mon peuple, parce que je suis chinoise. Nous ne voulons pas des tests Corona, nous voulons la liberté. Nous voulons la dignité, nous sommes des humains, nous sommes chinois. Nous voulons l'état de droit. À Shanghai, des centaines de personnes ont affronté la police ce dimanche. Mais ces dernières heures, le pouvoir semble vouloir éviter toute contagion en bloquant les réseaux sociaux. Les infections au coronavirus en Chine augmentent toujours de manière exponentielle, avec près de 40 000 nouveaux cas ce lundi, un record depuis le début de la pandémie. L'armée russe s'apprête-t-elle à quitter la centrale de Zaporijia? C'est en tout cas ce qu'a affirmé ce dimanche le président d'Energoatom, la société d'énergie nucléaire ukrainienne. Selon lui, les médias russes évoquent depuis plusieurs jours la possibilité de confier le contrôle de la centrale à l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique. De son côté, le Premier ministre ukrainien Denis Shmyhal a annoncé la stabilisation du système énergétique du pays, alors que des millions d'habitants ont subi des coupures d'électricité cette semaine. Les forces russes continuent de viser les infrastructures énergétiques ukrainiennes au moment de l'arrivée des températures hivernales et de la neige. Le ministère russe de la Défense a par ailleurs partagé une vidéo de militaires russes libérés lors d'un récent échange de prisonniers avec l'Ukraine. Température négative et premiers flocons de neige ont déjà fait leur apparition à Kharkiv, dans l'est de l'Ukraine. Alors que l'hiver s'annonce rude, le Conseil norvégien pour les réfugiés tente de venir en aide aux plus démunis. Le secrétaire général de l'organisation humanitaire, dont les équipes sont déployées dans plusieurs villes du pays, évoque une situation alarmante. Nous sommes dans une course contre la montre et contre l'hiver. La plupart de ceux qui vivent près de la ligne de front n'ont reçu quasiment aucune aide ces derniers mois. La situation en Ukraine est terrible et elle est exacerbée par les attaques russes contre les infrastructures civiles. Alors que les frappes russes entraînent des coupures d'eau et d'électricité, de nombreux Ukrainiens n'auront pas d'autre choix que de quitter leur pays cet hiver pour survivre. L'Europe doit se préparer à accueillir des centaines de milliers de nouveaux réfugiés cet hiver. De la Norvège au nord, aux pays du sud de l'Europe, il y aura des dizaines de milliers de nouvelles personnes qui arriveront. Mais la plupart des réfugiés, bien sûr, se dirigeront vers la Pologne, la Hongrie, la Roumanie et la Moldavie. L'organisation humanitaire demande également un accès sécurisé aux zones de guerre pour venir en aide aux personnes âgées restées sur place, par volonté ou par contrainte. Les sauveteurs poursuivent leurs recherches sur l'île d'Ischia dans le sud de l'Italie, après le glissement de terrain dévastateur survenu samedi matin. Le dernier bilan établi dimanche soir fait état de 7 morts, 5 disparus et 3 blessés dont un grave.
Parmi les victimes figureraient 2 enfants, un nourrisson et une femme âgée. Le gouvernement italien a d'ores et déjà proclamé l'état d'urgence qui prévoit une procédure accélérée pour mobiliser des fonds et des moyens. Dans la commune de Casamicciola Terme, particulièrement touchée, plus de 200 membres de la protection civile et des forces de l'ordre sont mobilisés. Les recherches sont rendues difficiles par les mauvaises conditions météorologiques. Les habitants, aidés par des volontaires, tentent de débloquer l'accès aux maisons, aux boutiques et aux voitures. Jamais la France n'a compté autant de détenus dans ses prisons. Selon les données statistiques du ministère de la Justice, 72 809 personnes sont actuellement derrière les barreaux. Un record de densité carcérale qui atteint désormais les 120% alors que l'administration pénitentiaire ne dispose que de 60 700 places. À l'échelle européenne, la France, ici en jaune, reste dans la moyenne en termes de détenus pour 100 000 habitants, mais ce ratio pourrait augmenter, passant de 92 à 107% en prenant en compte les dernières données françaises, soit le même niveau que l'Ukraine ou celui de la Grèce, selon les statistiques annuelles du Conseil de l'Europe. Conséquence de cette politique pénale plus répressive en France, 56 prisons sont confrontées à une densité carcérale de 150%, 3 prisons dépassent même les 200%. L'an dernier, dans l'Union européenne, c'est en Finlande que l'on dénombrait le moins de détenus avec 43,3 prisonniers pour 100 000 habitants. C'est en République tchèque que l'on enregistrait le plus de prisonniers avec 192 personnes. À titre de comparaison, c'est en Turquie et en Russie que les taux d'incarcération figurent parmi les plus élevés, avec plus de 325 détenus pour 100 000 habitants. Après sa défaite surprise face au Japon, l'Allemagne a arraché le match nul 1-1 face à l'Espagne ce dimanche soir. Dans ce choc du groupe E, c'est pourtant la Roja qui avait pris les devants grâce à Alvaro Morata. Mais un but de Niklas Füllkrug à 7 minutes de la fin du match a finalement permis à la Nationalmannschaft d'éviter une nouvelle défaite. Tout est encore possible dans ce groupe E. L'Espagne est bien partie pour se qualifier. L'Allemagne doit absolument s'imposer face au Costa Rica. Les surprises se poursuivent dans cette Coupe du Monde. Dans le groupe F, le Maroc a battu la Belgique, pourtant numéro 2 au classement FIFA, 2-0. Les Diables Rouges doivent maintenant s'imposer contre la Croatie pour éviter une sortie prématurée. Les Croates, finalistes de la dernière édition, ont quant à eux battu le Canada, 4-1. Éliminés, les Canadiens ont tout de même réussi à inscrire le premier but de leur histoire en Coupe du Monde, un but d'Alphonso Davies après seulement 68 secondes de jeu. Laila Humaira, Euronews, Doha. La victoire du Maroc sur la Belgique dimanche après-midi s'est mal terminée à Bruxelles. Des violences ont éclaté lors de rassemblements de supporters marocains. Plusieurs bandes de casseurs sont à l'origine d'incendies et de dégradations multiples. Une centaine de policiers ont été mobilisés pour disperser la foule à l'aide de gaz lacrymogènes et de canons à eau. Portugal-Uruguay, c'est le choc du groupe H qui se joue ce lundi à 20h. Après une victoire étriquée 3-2 face au Ghana lors de la première journée, les Portugais vont tenter de décrocher un deuxième succès pour obtenir leur qualification pour les huitièmes de finale de cette Coupe du Monde au Qatar. Blessé aux côtes, le défenseur du PSG, Danilo Pereira, est forfait. Les Uruguayens doivent quant à eux éviter le faux pas après le décevant match nul 0-0 concédé face à la Corée du Sud. Les attaquants Nunez, Cavani et Suarez auront pour mission de retrouver leur efficacité. Dans l'autre match de ce groupe H, Ghanéens et Sud-Coréens s'affrontent à 14h pour tenter de s'accrocher à l'espoir d'une qualification. C'est ici à l'université de Doha que l'équipe de Suisse s'entraîne avant son choc de lundi contre le Brésil. Les deux équipes occupent la première place du groupe G après avoir remporté leur premier match du tournoi. Mais les Sud-Américains ne sont pas sortis indemnes de leur victoire 2-0 sur la Serbie. Danilo et surtout Neymar sont blessés à la cheville. Le sélectionneur brésilien Tite dispose tout de même d'un effectif taillé pour remporter un 6e titre de champion du monde. Dans l'autre match du groupe G, le Cameroun affronte la Serbie. Live, Aga Halim, Euronews, Doha.